Ma sœur, hôtesse de l'air chez Air France, m'a appelé. J'ai quelque chose d'étrange à te demander. Ton mari, est-il à la maison en ce moment? Oui, j'ai répondu. Il est assis dans le salon. Sa voix est devenue un murmure. Ce n'est pas possible, car je le vois avec une autre femme en ce moment même. Ils viennent d'embarquer sur mon vol pour Paris. À cet instant, j'ai entendu la porte s'ouvrir derrière moi. J'ai quelque chose d'étrange à te demander. Ton mari? Est-il à la maison en ce moment? La voix de ma sœur, Chloé, crachait dans le téléphone depuis le cockpit du vol AF447. Je me tenais dans la cuisine de notre appartement parisien, regardant Antoine à travers l'encadrement de la porte, assis à lire son journal du matin. Oui, ai-je dit lentement. Il est assis dans le salon. Le silence qui a suivi me semblait étrange. Puis Chloé a murmuré les mots qui ont brisé mon monde entier. Ce n'est pas possible, car je le vois avec une autre femme en ce moment même. Ils viennent d'embarquer sur mon vol pour Paris. Derrière moi, j'ai entendu des pas. Antoine est entré dans la cuisine, sa tasse de café à la main, me souriant avec la même expression qu'il portait chaque matin depuis 7 ans. La tasse de café qu'il tenait était celle que je lui avais achetée pour son 40e anniversaire. Céramique blanche avec l'inscription « Le mari le plus convenable du monde » en lettres noires. Il avait ri en l'ouvrant. Il avait dit que c'était parfait parce qu'il ne faisait jamais confiance à quelqu'un qui prétendait être le meilleur dans quoi que ce soit. C'était il y a 3 ans, à une époque où son humour autodépréciatif me semblait charmant au lieu de calculer. « Qui appelle si tôt ?» demanda Antoine en se dirigeant vers la machine à café pour se resservir. Sa routine du samedi matin ne variait jamais. Café, les échos, petit déjeuner léger, puis son match de squash au club de sport avant 11h. J'ai serré le téléphone plus fort. La respiration de Chloé était audible à travers le haut-parleur. Elle attendait que je dise quelque chose, que je réagisse, que je comprenne ce qui ne pouvait manifestement pas être compris. Mon mari se tenait à 1 mètre de moi dans notre cuisine. Mon mari était aussi, apparemment, assis en classe affaires à l'aéroport Charles de Gaulle, avec une autre femme. Juste Chloé, ai-je réussi à articuler, surprise par le son normal de ma voix. L'enregistrement avant le vol. Antoine a hoché la tête distraitement, versant le café de sa main gauche tout en faisant défiler son téléphone avec sa droite. Tahari dit bonjour. Peut-être que nous allons enfin accepter ces avantages de vol qu'elle propose toujours. Avant de continuer, je tiens à vous remercier d'écouter ces histoires de trahison et de force. Si vous croyez que tout le monde mérite la vérité dans ses relations, veuillez envisager de vous abonner. Cela nous aide à atteindre d'autres personnes qui pourraient avoir besoin de ces histoires. Voyons maintenant comment cette tromperie va se dérouler. L'ironie de ces mots m'a tordu l'estomac. Je l'ai regardé se déplacer dans notre cuisine avec la familiarité aisée de quelqu'un qui y appartenait. 7 ans de mariage avaient créé ses habitudes. Où nous gardions le sucre. Comment il aimait son café, la façon dont il se tenait toujours au comptoir plutôt que de s'asseoir au bar pour le petit déjeuner. Chloé, je te rappelle, ai-je dit calmement. Ava, attends. Il faut que je te dise. Sa voix portait la même urgence qu'il y a 3 ans quand elle avait appelé au sujet de la crise cardiaque de papa. Cet appel était arrivé un mardi matin aussi. J'étais debout dans cette même cuisine, préparant le petit déjeuner, quand mon monde a basculé. Je te rappelle, ai-je répété et j'ai raccroché. Antoine a levé les yeux de son téléphone. Tout va bien? Tu as l'air pâle. Est-ce que j'avais l'air pâle? J'ai attrapé mon reflet dans la porte du micro-ondes. Les mêmes cheveux auburn tirés en queue de cheval. Les mêmes yeux verts que mon père m'avait donnés. Le même visage qui me regardait chaque matin depuis 37 ans. Mais les mots de Chloé avaient changé quelque chose de fondamental. La cuisine me semblait différente maintenant. Comme quand on remarque qu'un cadre photo est accroché de travers depuis des mois. Juste fatiguée, ai-je dit, en attrapant ma propre tasse de café. Mes mains étaient stables. 20 ans de travail en tant qu'expert comptable judiciaire m'avaient appris à garder mon sang-froid lorsqu'ils découvraient que rien n'était ce qu'il semblait être. Des clients s'étaient assis en face de moi, mentant effrontément à propos de millions disparus, pendant que je hochais la tête, prenais des notes et rassemblais des preuves.
Tu devrais retourner au lit, a suggéré Antoine, son accent britannique enveloppant les mots d'une chaleur familière. Cet accent m'avait charmé lors d'un dîner entre amis commun il y a 8 ans. Il expliquait la différence entre le rugby et le football américain, gesticulant avec un verre de vin, en renversant accidentellement sur ma robe. Sa mortification avait été attendrissante. Ou bien, cela ne l'avait-elle pas été? Peut-être, ai-je dit, en étudiant son visage. La même mâchoire anguleuse, les mêmes yeux verts avec des éclats dorés, la même petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche d'un accident de vélo dans son enfance. Chaque détail exactement comme il se devait. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Chloé. Regarde ça. Une photo est apparue. Par la fenêtre d'un avion, je pouvais voir l'intérieur de la classe affaires. Là, au siège 3B, se trouvait un homme en costume bleu Tom Ford. La photo était prise sous un angle, mais le profil était indubitable. La façon dont il tenait sa tête, la courbe de sa mâchoire, la manière particulière dont il gesticulait en parlant. Antoine, mon Antoine. Parlant avec animation à une femme blonde d'environ 25 ans, dont la main reposait sur son avant-bras avec une intimité décontractée. J'ai levé les yeux vers l'Antoine de notre cuisine, pull en cachemire gris, lunettes de lecture relevées dans ses cheveux, cette même alliance à sa main gauche que nous avions choisie ensemble chez un petit joaillier à Soho. En fait, ai-je dit, ma voix étonnamment stable, je pense que je vais faire des crêpes. Des crêpes? Il a haussé un sourcil. Un mardi? Quelle est l'occasion? L'occasion était que ma sœur regardait mon mari dans un avion pendant que mon mari se tenait dans notre cuisine. Et l'une de ces réalités devait être fausse. Mais je ne pouvais pas le dire. Pas encore. Pas avant d'avoir compris ce qui se passait. Une femme ne peut-elle pas faire des crêpes pour son mari sans raison? Il a souri. Ce demi-sourire particulier qui faisait autrefois battre mon cœur plus vite. Bien sûr, mais tu sais que j'ai mon match de squash à 11h. Il y a plein de temps, ai-je dit, en sortant des ingrédients du garde-manger. Farine, œufs, lait. Des choses simples qui avaient du sens. Contrairement à la photo sur mon téléphone montrant mon mari à 2 endroits à la fois. Pendant que je mesurais la farine dans un bol, j'ai pensé aux petites incohérences que j'avais écartées au cours des derniers mois. La nuit où il était rentré d'un dîner d'affaires avec une odeur de parfum que je ne reconnaissais pas. Le week-end où il était parti à Boston pour une conférence que je n'ai jamais pu retrouver en ligne par la suite. La façon dont il avait été parfait dernièrement. Trop parfait. Pas d'anniversaires oubliés, pas de chaussettes traînant sur le sol de la chambre, pas d'habitudes irritantes qui me rendaient folle autrefois, mais qui semblaient étrangement absentes maintenant. Je t'aime, a dit Antoine soudainement, en s'approchant pour m'embrasser le front. Ses lèvres étaient chaudes, familières. Je t'aime aussi, ai-je répondu automatiquement, les mots aussi creux que la mesurette dans ma main. Il est retourné à son journal, se replongeant dans sa routine matinale. Je l'ai regardé tourner les pages avec des mouvements précis. Chaque geste exactement comme je m'en souvenais, mais je commençais à apprendre que la mémoire pouvait être fabriquée. La réalité pouvait être modifiée. Et quelque part entre ma cuisine et l'aéroport Charles de Gaulle, mon mariage s'était divisé en 2 versions. L'une d'elles était un mensonge. J'ai pris mon téléphone et j'ai tapé un message à Chloé. Ne laisse pas cet avion décoller. Mais même en appuyant sur envoyer, je savais qu'il était trop tard. Les moteurs tournaient déjà. La porte était déjà fermée. Et le jeu qui se jouait dans ma vie avait déjà commencé. Le bruit de la porte d'entrée qui se ferme a résonné dans le couloir alors qu'Antoine sortait pour son match de squash. Je me tenais à la fenêtre, le regardant quitter notre immeuble, son sac de sport sur l'épaule, cette démarche assurée inchangée après toutes ces années. Il a tourné à gauche vers le club de sport, comme il le faisait tous les mardis et samedis. Prévisible, constant, sauf que rien ne semblait plus normal. Au moment où il a disparu au coin de la rue, je me suis dirigée avec détermination vers son bureau à domicile. Le bureau en acajou que nous avions acheté lors d'une vente de succession dans les Hamptons se trouvait sous ses diplômes de Cambridge et de Harvard Business School. Tout était méticuleusement organisé comme toujours, mais l'organisation, j'avais appris grâce à des années de comptabilité judiciaire, masquait souvent les tromperies les plus élaborées.
J'ai ouvert mon ordinateur portable et me suis connecté à nos comptes conjoints. Mes doigts bougeaient sur le clavier avec la même précision que lorsque je traquais des fonds détournés pour des entreprises du Fortune 500. Les relevés de cartes de crédit se chargeaient lentement, chaque mois révélant un schéma qui me serrait la poitrine. Il y était, une charge au mandarin oriental de Tokyo du 15 au 18 mars. Je me souviens clairement de ce week-end. Antoine était censé avoir conduit dans le Connecticut pour aider sa mère à réorganiser son garage après la mort de son père. J'avais proposé de l'accompagner, mais il avait insisté pour que je reste à la maison me reposer après un audit particulièrement éprouvant. La charge de l'hôtel était pour 2 personnes, le service de chambre pour 2, les soins de spa pour 2. Mes mains tremblaient légèrement en continuant à faire défiler. Au revoir. Le Four Seasons. Un week-end où il prétendait être à des dîners d'affaires à Midtown. J'étais à la maison avec une intoxication alimentaire, trop malade pour remettre en question pourquoi ces réunions avec des clients nécessitaient des séjours d'une nuit dans des hôtels à 40 minutes de notre appartement. J'ai ouvert sa carte de crédit professionnelle ensuite. Plus d'hôtels, plus de restaurants dont je ne l'avais jamais entendu parler, des achats de bijoux chez Cartier qui ne se sont jamais matérialisés en cadeau pour moi. Mon cerveau méthodique, entraîné à repérer les irrégularités financières, cataloguait chaque divergence tandis que mon cœur essayait de les rationaliser. Peut-être que c'était des cadeaux clients. Peut-être que les hôtels étaient pour des cadres en visite. Peut-être qu'il y avait une explication qui n'impliquait pas mon mari menant une vie entièrement séparée. Mon téléphone a sonné. Le nom de Sophia Chen est apparu à l'écran. Je suis à 15 minutes, a-t-elle dit sans préambule. Et Ava, il faut que tu te prépares. Ce que j'ai trouvé, c'est conséquent. Sophia et moi avions été colocataires à NYU, étudiant toutes les deux la comptabilité avant que nos chemins ne divergent. Le mien vers l'investigation judiciaire, le sien vers ce qu'elle appelait cryptiquement le renseignement privé. Son divorce d'avec Richard, le trader de Wall Street qui couchait avec son assistante de 23 ans, l'avait transformé d'analyste d'entreprise en quelqu'un qui se spécialisait dans ce qu'elle appelait la reconnaissance conjugale. En attendant elle, j'ai continué mon enquête. Nos comptes d'investissement conjoints montraient une activité régulière. Mais en creusant plus profondément, j'ai trouvé des retraits que je ne reconnaissais pas. De petites sommes au début, 5 000 ici, 10 000 là, toujours juste en dessous du seuil qui déclencherait des alertes automatiques. Le genre de siphonnement systématique que j'avais vu dans d'innombrables cas de fraude, sauf que cette fois, cela se passait sur mes propres comptes. La sonnette a retenti. Sophia se tenait là dans sa tenue habituelle tout en noir, sa tablette serrée contre sa poitrine, son expression sombre. Elle avait eu le même regard quand elle avait découvert l'infidélité de Richard. Quand elle avait dû me parler des dettes de jeu secrètes de mon père après sa mort, quand la vie exigeait une honnêteté brutale entre amis. Montre-moi, ai-je dit, la conduisant à la table de la salle à manger. Elle a ouvert sa tablette, ses doigts volant sur l'écran avec une dextérité habituée. La femme que ta sœur a vue avec lui est Madison Veil. 26 ans, représentante commerciale pharmaceutique pour Silex Industries. Une photo est apparue. Blonde, conventionnellement belle de cette manière polie qui suggérait un entretien coûteux. Elle travaille sur le territoire de Manhattan depuis 2 ans. Ses réseaux sociaux sont en grande partie privés, mais j'ai réussi à accéder à quelques photos taguées. Les images qui ont suivi m'ont fait sombrer. Madison et Antoine dans un restaurant que je ne reconnaissais pas. Madison et Antoine dans ce qui ressemblait à un bar d'hôtel à Miami. Madison et Antoine lors d'un gala de charité. La même nuit où j'étais à Boston pour une conférence. Depuis combien de temps ? Ma voix semblait distante, comme si quelqu'un d'autre posait la question. D'après l'empreinte numérique, au moins 3 mois. Mais Ava, ce n'est pas la partie la plus étrange. Sophia a ouvert un autre écran. J'ai accédé aux images de sécurité de votre immeuble grâce à un contact. Regarde ça. La vidéo montrait le hall de notre immeuble mardi dernier. Il y avait Antoine entrant à 18h47, sa mallette à la main. L'horodatage correspondait à son retour du travail. Tout semblait normal jusqu'à ce que Sophia oum. Regarde son ombre, a-t-elle dit. L'ombre tombait à un angle erroné. Elle vacillait légèrement lorsqu'il passait sous le lustre.
Des détails qui seraient invisibles à l'observation casuale, mais flagrants pour quelqu'un qui cherchait la tromperie. Il s'agit de technologie deepfake, a expliqué Sophia. Quelqu'un a inséré des images fabriquées dans le système de sécurité de votre immeuble. Ce n'est pas du travail d'amateur. Nous parlons de logiciels sophistiqués qui coûtent des centaines de milliers d'euros à mettre en œuvre correctement. J'ai regardé l'écran, mon esprit luttant pour comprendre ce que cela signifiait. Pourquoi quelqu'un irait-il aussi loin? C'est ce que nous devons découvrir. Mais il y a plus. Elle a ouvert un autre dossier. J'ai parlé discrètement à quelques-uns de vos voisins. Madame Patterson du 20C a mentionné quelque chose d'intéressant. Madame Patterson, 78 ans, vivait seule avec ses 2 chats persans, passait la plupart de son temps à regarder le couloir par son Judas, le système de sécurité non officiel de l'immeuble. Elle a dit avoir vu Antoine partir avec des valises il y a 3 mois. Le week-end où tu étais à cette conférence à Boston. Elle s'en souvient spécifiquement parce qu'il l'a aidée avec ses courses en partant. Elle a dit qu'il allait partir pour un moment. Je me souviens de ce week-end. La conférence était obligatoire. 2 jours de présentation assommante sur les nouvelles réglementations de la SEC. J'étais rentrée dimanche soir pour trouver Antoine qui préparait le dîner. Poulet rôti, mon préféré. Il avait dit qu'il avait passé le week-end à organiser son bureau à domicile et à rattraper son sommeil. Le bureau semblait exactement le même. Mais je suis rentrée et il était là, ai-je dit, les mots me semblant épais dans ma gorge. L'était-il? Ou quelqu'un qui lui ressemblait exactement? La pièce a légèrement basculé. J'ai agrippé le bord de la table, mon cerveau d'expert comptable essayant de créer des colonnes logiques là où il n'y en avait pas. C'est insensé. On ne remplace pas les gens comme ça. Non, a convenu Sophia, sa voix douce mais ferme. Ils ne le font pas. Pas sans ressources et sans planification considérable. Ava, Antoine travaillait-il sur quelque chose de sensible? Des transactions ou des projets qui pourraient en faire une cible? J'ai pensé à son travail récent, des fusions, des acquisitions, les activités habituelles de banque d'investissement. Rien qui ne semblait valoir ce niveau de tromperie élaboré, à moins qu'il n'y ait quelque chose qu'il ne m'avait pas dit. Un autre secret à ajouter à la pile grandissante. Je dois voir plus d'images, ai-je dit, ma voix plus stable maintenant. Chaque entrée et sortie des 3 derniers mois, les relevés de cartes de crédit, les relevés téléphoniques, tout. Sophia a hoché la tête, tapant déjà. Je récupérerai ce que je peux, mais Ava, il faut que tu sois prudente. Quiconque fait cela, que ce soit Antoine ou quelqu'un d'autre, a investi des ressources sérieuses. Ce n'est pas une simple liaison. C'est tout autre chose. Sophia est partie après m'avoir donné un téléphone crypté pour la contacter, me prévenant d'agir normalement jusqu'à ce que nous ayons compris l'étendue complète de ce qui se passait. J'ai passé le reste de l'après-midi dans un état de suspension animée, nettoyant des choses qui n'avaient pas besoin d'être nettoyées, organisant des dossiers qui étaient déjà organisés. N'importe quoi pour occuper mes mains pendant que mon esprit parcourait des possibilités de plus en plus insensées. À 17h30, j'ai entendu la clé d'Antoine dans la serrure. L'homme qui n'était peut-être pas Antoine. L'étranger qui avait vécu chez nous, partagé notre lit, jouait le rôle de mon mari avec une telle précision que je n'en avais jamais douté jusqu'à aujourd'hui. J'ai arrangé mon visage pour qu'il ressemble au calme et j'ai commencé à préparer le dîner. Ça sent bon, a-t-il appelé, comme toujours. La routine si familière qu'elle ressemblait à une mémoire musculaire. J'ai décidé de faire des crevettes scampi, la recette de ma grand-mère de Naples. La sauce à l'ail et au vin blanc a rempli l'appartement de son riche arôme. Ce plat particulier avait une signification dans notre relation. Le vrai Antoine avait une allergie sévère aux fruits de mer documentée par 3 visites aux urgences au fil des ans. Son bracelet d'alerte médicale porté religieusement depuis 7 ans listait spécifiquement les fruits de mer comme potentiellement mortels. Ton préféré, ai-je dit, en lui posant l'assiette devant lui. Ma voix sonnait normale, même agréable. 20 ans de maintien de mon sang-froid lors d'enquêtes sur la fraude m'avaient appris à compartimenter la panique. Il a regardé le plat avec ce qui semblait être un plaisir sincère. Tu n'as pas fait ça depuis des lustres. C'était vrai. Je ne l'avais pas fait parce que mon mari serait mort s'il en avait mangé.
Mais cet homme a pris sa fourchette sans hésitation, enroulant les linguines avec une aisance habituée, portant une crevette à sa bouche avec appréciation. Aucune réaction, aucun gonflement, aucune recherche d'un épipène, juste un homme qui savourait son dîner. C'est incroyable, a-t-il dit, en prenant une autre bouchée. Ta grand-mère serait fière. Ma grand-mère était morte depuis 15 ans, mais elle aurait été horrifiée de me voir servir des fruits de mer à quelqu'un que je testais comme un spécimen de laboratoire. Je l'ai regardé manger, cataloguant chaque geste, chaque expression, cherchant les coutures de sa performance. Alors, je pensais, ai-je dit, en lui resservant un verre de vin avec le calme mesuré de quelqu'un qui discute de la météo. Nous devrions aller voir ta mère ce week-end. Le vrai Antoine aurait immédiatement trouvé une excuse. Sa relation avec sa mère était compliquée au mieux, toxique au pire. Elle ne m'avait jamais approuvé, ne lui avait jamais pardonné de s'être mariée en dehors de leur cercle social. Nos visites dans le Connecticut étaient soigneusement rationnées, nécessitant généralement des semaines de négociation. Ça sonne merveilleux, a-t-il répondu sans hésitation. Elle sera ravie de nous voir. Ravie. Sa mère n'avait jamais été ravie de quoi que ce soit qui m'impliquait. J'ai senti mon téléphone enregistré depuis sa position derrière la corbeille à fruits, capturant cette conversation qui servirait plus tard de preuve de quoi ? Que mon mari avait été remplacé par quelqu'un qui aimait réellement sa mère. Nous pourrions rester tout le week-end. J'ai continué à pousser plus fort. Aide-la avec ce projet de jardin qu'elle a mentionné. Parfait. Je l'appellerai après le dîner pour la prévenir. Le vrai Antoine préférerait subir une chirurgie dentaire sans anesthésie plutôt que de passer un week-end à faire du travail manuel pour sa mère. Cet homme échouait à tous les tests, tout en réussissant parfaitement à être une meilleure version de mon mari. Après le dîner, nous nous sommes installés sur le canapé pour notre routine habituelle du soir. Netflix, conversation légère sur nos journées, le silence confortable d'un couple marié depuis longtemps. Sauf que rien de tout cela ne me semblait plus confortable. Chaque geste qu'il faisait, chaque mot qu'il disait donnait l'impression de regarder un marionnettiste hautement qualifié manipuler des ficelles que je ne pouvais pas voir. Je suis épuisé, ai-je annoncé à 22h, en m'étirant de manière exagérée. Cette audite aujourd'hui m'a vraiment vidé. Tu travailles trop dur, a-t-il dit, en m'embrassant le front. Les lèvres étaient chaudes, la pression familière, mais erronée d'une manière indéfinissable. Dans notre chambre, je me suis changée pour mon pyjama pendant qu'il se brossait les dents. Les bruits de la salle de bain étaient parfaits. La brosse à dents électrique pendant exactement 2 minutes, le bain de bouche, la routine de lavage du visage. Quelqu'un avait étudié les habitudes de mon mari avec une précision anthropologique. Quand il est monté au lit à côté de moi, je me suis forcée à rester immobile. Il s'est tourné sur le côté, me tournant le dos, sa respiration se régularisant en quelques minutes. Le vrai Antoine était un insomniaque chronique qui lisait habituellement bien après minuit. Cet homme s'endormait comme quelqu'un sans souci, sans secret, sans une identité volée pesant sur sa conscience. J'ai attendu, comptant ses respirations, jusqu'à être sûr qu'il dormait profondément. Puis je me suis glissée hors du lit avec les mouvements prudents de quelqu'un désamorçant une bombe. Sa mallette était à sa place habituelle à côté de la commode, le cuir usé par des années d'utilisation. La mallette du vrai Antoine portée par un imposteur. À l'intérieur, le contenu habituel semblait normal à première vue. Ordinateur portable, divers dossiers, cartes de visite. Mais sous une pile de portefeuilles d'investissement, j'ai trouvé une enveloppe qui n'avait pas sa place. Mes doigts tremblaient en extrayant le contenu. Une fiche de paie adressée à Marcus Webb, une adresse dans le Queens. Une carte du syndicat des acteurs. Mais le plus accablant étaient les notes manuscrites, des pages et des pages écrites par quelqu'un d'autre documentant ma vie avec un détail exaspérant. Ma routine matinale jusqu'à la tasse de café que je préférais. Mes schémas de paroles avec certaines phrases mises en évidence. Des détails sur l'histoire de notre relation qui se lisaient comme un scénario préparé pour une audition. Ava aime son café avec un sucre, pas de crème. Elle appelle sa sœur tous les mardis et jeudis. L'anniversaire est le 15 octobre. Elle s'attend à des fleurs mais fait semblant de ne pas le faire. Son père est mort il y a 3 ans. Sujet sensible. Elle pleure à chaque fois pendant la scène finale de Casablanca.
Notre mariage entier réduit à des points. Une étude de personnage pour quelqu'un qui se préparait à jouer le rôle de mari dévoué. Au bas de la dernière page, une note dans une écriture différente. 3 mois maximum. Maintenir la couverture jusqu'à ce que le transfert soit terminé. 3 mois. Cette performance avait une date d'expiration. J'ai glissé les papiers dans la mallette de Marcus avec des doigts tremblants, mon esprit traitant les implications du transfert terminé. Transfert de quoi? Nos actifs. L'appartement. Ma vie entière. J'ai photographié chaque page avec le téléphone crypté que Sophia m'avait donné, puis je suis retournée me coucher où l'étranger portant le visage de mon mari dormait paisiblement. Le lendemain matin, dimanche, j'ai regardé Marcus exécuter sa routine matinale avec une nouvelle clarté. Chaque geste était étudié, chaque mot soigneusement choisi. Quand il a mentionné qu'il devait aller à la salle de sport, j'ai fabriqué une crise urgente de clients qui nécessitait une attention immédiate à mon bureau. Il a à peine levé les yeux de sa tablette, me faisant un signe d'adieu avec la distraction de quelqu'un dont l'esprit était déjà ailleurs. Mon immeuble de bureau était vide le dimanche matin, juste des gardiens de sécurité et les fantômes de crimes financiers. Je me suis enfermée dans mon bureau d'angle donnant sur Park Avenue et j'ai ouvert mon ordinateur portable avec la détermination de quelqu'un sur le point de réaliser une chirurgie sur sa propre vie. Le logiciel de comptabilité judiciaire que j'utilisais pour traquer la fraude d'entreprise allait maintenant disséquer mes finances personnelles. J'ai commencé par notre compte chèque conjoint. Les 3 derniers mois ont révélé un schéma si subtil que je l'aurais manqué sans chercher spécifiquement le vol. Des transferts de 9 999 $, juste en dessous du seuil de déclaration fédérale. Se déplaçant vers des comptes que je ne reconnaissais pas. Les banques réceptrices étaient aux Caïmans, notoires pour leurs lois sur la vie privée et leur résistance aux enquêtes internationales. Chaque transfert avait été autorisé avec les identifiants de mon mari pendant les moments où Marcus était assis en face de moi à dîner ou dormait à côté de moi au lit. Le vrai Antoine était ailleurs, saignant méthodiquement nos comptes pendant que son double engagé me distrayait avec des impersonnifications parfaites du bonheur domestique. J'ai retracé l'argent à travers 3 sociétés écrans, chacune enregistrée dans différentes juridictions, chacune menant à une autre impasse. LuxCorp International aux Caïmans, Meridian Holdings au Panama, Apex Investment à Chypre, des structures d'entreprises conçues pour blanchir de l'argent et cacher des actifs à des personnes exactement comme moi. La piste s'est refroidie dans des banques suisses dont les lois sur la vie privée étaient légendaires. 15 ans d'économie, d'investissement et de planification financière minutieuse disparaissant dans des comptes numérotés que je pouvais voir mais que je ne pouvais pas toucher. L'ampleur du vol me rendait physiquement malade. 400 000 $ de notre portefeuille d'investissement. 600 000 $ de la ligne de crédit hypothécaire que nous n'avions jamais utilisée. 300 000 $ supplémentaires provenant de divers comptes de retraite, tous pris comme des prêts qui n'auraient pas déclenché d'alertes immédiates. 1,3 million de $ méticuleusement retirés pendant que je dormais à côté d'un étranger qui avait mémorisé mes préférences en matière de café. Mais l'argent n'était que le début. Lorsque j'ai accédé à ma base de données clients professionnels, j'ai trouvé quelque chose de pire. Les journaux de connexion montraient un accès à partir d'adresses IP que je ne reconnaissais pas. Téléchargement de données financières sensibles de 3 audits d'entreprises majeures que j'avais menés. Des informations qui, entre de mauvaises mains, pourraient faciliter le délit d'initié valant des dizaines de millions. J'ai fait apparaître le profil professionnel de Madison Val. Représentante commerciale pharmaceutique semblait être une couverture maintenant. Son LinkedIn montrait des liens avec plusieurs gestionnaires de fonds spéculatifs, du genre qui opéraient dans des zones grises légales et n'étaient pas particuliers quant à l'origine de leurs informations. Son historique de voyage sur les réseaux sociaux correspondait parfaitement à des transactions suspectes dans des actions pharmaceutiques qui avaient eu lieu juste avant des annonces importantes de la FDA. Ils ne me volaient pas seulement. Ils utilisaient ma réputation, mon accès, mes relations clients pour commettre des crimes fédéraux. Chaque connexion non autorisée, chaque fichier volé, chaque transaction suspecte remonterait à mes identifiants. Si je me faisais découvrir, je ne perdrais pas seulement de l'argent. Je perdrais ma licence, ma carrière, potentiellement ma liberté. J'avais besoin d'aide au-delà de ce que Sophia pouvait offrir. Grace Morrison a répondu à la 3e sonnerie, sa voix rocailleuse par le sommeil.
Nous étions amis depuis qu'elle était une procureure ambitieuse et que je témoignais en tant qu'expert dans des affaires de fraude. Son divorce d'avec un juge qui avait accepté des pots de vin avait mis fin à sa carrière au bureau du procureur, mais avait aiguisé sa compréhension de la manière dont le système échouait aux femmes qui découvraient que leurs maris étaient des criminels. Ava, il est 7 heures du matin un dimanche. J'ai besoin de ton aide. Peux-tu me rencontrer à mon bureau? Il y avait quelque chose dans ma voix qui devait transmettre l'urgence. 20 minutes, a-t-elle dit et a raccroché. Grace est arrivée, ressemblant à quelqu'un qui s'était habillé avec les premiers vêtements qu'elle avait trouvés. Ses instincts de procureur toujours vifs malgré 3 ans de pratique privée. Je lui ai tout montré. Les transferts financiers, les données clients volées, les photographies du contenu de la mallette de Marcus. Elle a étudié les preuves avec l'intensité concentrée qui rendait autrefois les avocats de la défense nerveux. C'est sophistiqué, a-t-elle finalement dit. Vol d'identité de niveau professionnel combiné à une fraude financière et à de l'espionnage d'entreprise. Mais voici votre problème. Tout est techniquement autorisé. Les identifiants de votre mari ont été utilisés. Ces données biométriques, ces mots de passe sans prouver qu'il n'était pas réellement présent pour ces transactions. Vous êtes dans une situation de « il a dit, elle a dit ». Mais j'ai la preuve que Marcus Webb l'a usurpé. Un acteur qui pourrait prétendre qu'il a été embauché pour une raison légitime. Peut-être qu'Antoine voulait te surprendre. Peut-être que c'était de la recherche pour quelque chose. Sans Antoine ici pour contredire cette histoire, et avec lui supposément prêt à tout nier d'où qu'il se cache, les autorités n'agiront pas assez vite. Au moment où ils enquêteront, l'argent aura disparu et les preuves s'évaporeront. Mon téléphone a vibré. Pas mon téléphone habituel, mais celui crypté que Sophia m'avait donné. Je l'avais laissé caché dans le tiroir de mon bureau. La notification montrait un nouveau message sur une application que je ne reconnaissais pas. Grace s'est penchée pendant que j'ouvrais. Un seul SMS d'un numéro inconnu. Vérifie le vieux téléphone d'Antoine. J'ai regardé Grace. Qui d'autre est au courant? Quelqu'un qui veut que tu trouves quelque chose, a-t-elle dit. Cela ressemble à des miettes de pain. Nous sommes retournés à mon appartement ensemble. Marcus était toujours à la salle de sport, sa routine du dimanche aussi prévisible que l'horloge. Je suis allé directement au bureau à domicile d'Antoine, au tiroir où il gardait de vieux appareils électroniques qu'il prétendait recycler mais qu'il ne jetait jamais. Son précédent iPhone s'y trouvait. L'écran était fissuré depuis qu'il l'avait fait tomber en sortant d'un taxi il y a 6 mois. J'ai appuyé sur le bouton d'alimentation sans rien attendre. L'écran a vacillé et s'est allumé. 5% de batterie mais vivant. Le téléphone recevait des messages depuis des mois, alors qu'il était censé être cassé. J'ai ouvert les messages avec des doigts tremblants. Il y avait une conversation avec Madison Val remontant à 8 mois. Des plans, des photos, et des détails qui m'ont fait froid dans le dos. La femme ne se doute de rien. Antoine avait écrit il y a 3 mois. Marcus est parfait. Quand elle finira par comprendre, nous serons intouchables. Le message le plus récent était d'hier. Demain, nous finalisons tout. Notre endroit habituel à Paris, puis nous disparaissons pour toujours. Grace a regardé l'écran du téléphone, son esprit de procureur construisant déjà le dossier. Demain, c'est lundi. S'il prévoit de tout finaliser, nous devons agir ce soir. J'ai senti quelque chose changer en moi. La peur et la confusion se cristallisant en une détermination froide. La même concentration qui m'avait aidé à démêler des fraudes de millions de dollars protégerait désormais ce qui restait de ma vie. J'ai tendu à Grace le téléphone et je me suis dirigé vers mon ordinateur portable avec une nouvelle détermination. Qu'est-ce que tu fais? A demandé Grace, en posant un piège. Antoine m'a peut-être volé mon argent, mais il a oublié que c'est moi qui sais comment le traquer. Mes doigts ont volé sur le clavier, créant quelque chose de beau dans sa simplicité. Un virus financier déguisé en document d'investissement de routine qui apparaîtrait dans notre stockage cloud partagé. Le code était élégant, conçu pour s'activer dès que quelqu'un accédait à nos comptes conjoints depuis une adresse IP internationale. Lorsqu'il serait déclenché, il gèlerait toutes les transactions, verrouillerait tous les comptes associés et alerterait simultanément les enquêteurs fédéraux d'activités suspectes. Est-ce légal?
Grace me regardait par-dessus mon épaule. C'est mon propre compte. Je protège mes actifs contre le vol. Complètement légal. J'ai intégré le virus dans des fichiers intitulés Revue d'investissement T3 et Documents fiscaux 2024. L'arrogance d'Antoine serait sa perte. Il vérifiait toujours nos investissements avant les décisions importantes. Une habitude de ces jours de banquier que même le crime n'avait pas brisée. La porte de l'appartement s'est ouverte. Marcus était de retour de la salle de sport, sifflant quelque chose sans mélodie. Grace et moi avons échangé un regard. Elle a immédiatement compris, glissant le téléphone d'Antoine dans son sac pendant que je fermais mon ordinateur portable. Tu travailles encore le dimanche. Marcus est apparu dans l'embrasure de la porte. Sac de sport sur l'épaule. Performance parfaite, la sueur sur son front. Tu devrais vraiment faire une pause. Je finis juste, ai-je dit, ma voix stable. Grace est passé pour discuter d'une affaire sur laquelle nous collaborons. Il a hoché la tête à Grace avec un charme habituel. Content de vous voir. Restez pour déjeuner? En fait, ai-je dit en me levant. Je pensais qu'on pourrait déjeuner dans cet endroit à Atoria. Tu sais, où nous sommes allés après notre lune de miel. Ils avaient ce poulpe grillé incroyable. Le sourire de Marcus n'a pas faibli, mais j'ai vu la lueur de panique dans ses yeux. Nous n'étions jamais allés à Atoria ensemble. Le vrai Antoine et moi avions fait notre lune de miel à Santorin, pas en Grèce comme je l'avais mentionné. Mais Marcus ne le savait pas à Atoria, a-t-il répété, gagnant du temps. Le petit endroit de bord de mer où nous avons dansé jusqu'à l'aube. Tu as dit que c'était la nuit la plus romantique de ta vie. Grace a regardé notre échange comme un match de tennis, reconnaissant le test que j'administrais. La mâchoire de Marcus s'est contractée presque imperceptiblement. Bien sûr, a-t-il dit finalement, bien que je pensais qu'il était fermé pour rénovation, une fabrication complète pour couvrir son ignorance. L'endroit que j'avais décrit n'existait pas. J'ai souri chaleureusement, jouant la femme dévouée tout en documentant une autre faille dans sa performance. Tu as probablement raison. Commandons juste de la cuisine thaïlandaise à la place. Le soulagement dans ses épaules était visible. Grace s'est excusée, emportant l'épreuve avec elle. Pendant que Marcus allait prendre sa douche, j'ai passé 3 appels qui allaient mettre le feu au schéma soigneusement construit d'Antoine. Premièrement, Robert Steinberg, PDG de Steinberg Industries et le plus gros client d'Antoine. J'ai gardé mon ton conversationnel, inquiet, mais pas alarmé. Robert, je suis désolé de vous déranger un dimanche, mais j'ai remarqué une activité inhabituelle dans le portefeuille d'investissement de votre entreprise en examinant des comptes adjacents. Rien de grave, probablement juste une erreur de classement, mais vous pourriez vouloir que votre équipe y jette un œil. La graine du doute plantée, arrosée avec juste assez d'inquiétude pour déclencher un audit interne qui découvrirait des divergences remontant à l'accès non autorisé d'Antoine. Deuxième appel, Jennifer Wu chez Phoenix Capital. La même approche, un angle différent. Un transfert mystérieux qui ne correspondait pas à leurs modèles habituels. Tellement étrange, probablement rien, mais qui vaut la peine d'être vérifié. Troisième appel, David Martinez chez Meridian Financial. Lundi matin, 3 grandes entreprises découvriraient des failles de sécurité qui remontaient toutes à des identifiants associés à Eden Mercer. Mon téléphone a sonné alors que je terminais le 3e appel. L'identifiant de l'appelant indiquait le centre de vie assistée de ma mère dans le New Jersey. Ma poitrine s'est serrée. Les appels du dimanche après-midi signifiaient généralement des urgences médicales. Madame Chin, la voix appartenait à Nancy, la directrice de l'établissement. Votre mère va bien, mais elle est très agitée. Elle insiste sur le fait que quelqu'un ment à propos de votre mari lui rendant visite. Je serai là tout de suite. Le trajet jusqu'au New Jersey a duré 90 minutes. Marcus croyait que je m'occupais d'une crise avec les médicaments de ma mère. L'établissement était niché parmi les arbres qui commençaient juste à virer au doré. Un cadre paisible pour des vies dans leur dernier chapitre. La chambre de ma mère donnait sur le jardin, des photos recouvrant chaque surface, ses souvenirs rendus tangibles. Ava. Elle m'a saisi les mains dès que je suis entrée, sa prise plus forte que ses 82 ans ne le devrait. Cette femme ment.
Je lui ai dit qu'Antoine était venu le mois dernier, mais elle dit qu'il n'y a pas de trace. Nancy se tenait dans un coin, l'air désolé. Le registre des visiteurs n'indique aucune entrée, mais Madame Chin est catégorique. La démence de ma mère la rendait un témoin peu fiable dans la plupart des situations, mais elle avait des moments de clarté saisissante, surtout concernant les événements récents. Parle-moi de sa visite, maman. Il est venu un jeudi. Je m'en souviens parce que c'était le jour du pudding. Il a posé des questions sur l'assurance vie de ton père. Il voulait savoir s'il y avait d'autres polices en dehors de celles que tu connaissais. Je lui ai parlé de la police Northwestern Mutual, celle que ton père ne t'avait jamais dite. Antoine a dit qu'il voulait s'assurer que tu étais protégé. Mon sang s'est glacé. Il y avait eu une autre police, une que j'avais découverte seulement après la mort de papa. 500 000 $ qui avaient servi à payer les soins de maman. Peu de gens étaient au courant. A-t-il demandé autre chose? La boîte de dépôt de sécurité. Il voulait savoir quelle banque, ce qu'il y avait dedans. Je lui ai parlé de la collection de pièces de mon père, celle qu'il pensait être précieuse un jour. J'ai embrassé son front, lui promettant de revenir bientôt, et je suis sortie dans le couloir avec Nancy. Vérifie tes images de sécurité du mois dernier. Chaque jeudi, Nancy a fait apparaître les fichiers sur sa tablette. Nous avons parcouru des semaines d'images. Des résidents entrant et sortant, des familles en visite, des changements de personnel. Puis il y était. 15 août, 14h47. Antoine traversant la porte d'entrée, signant le registre des visiteurs, passant 43 minutes avec ma mère. Mais le registre que Nancy a tiré, la feuille d'émargement physique, photographiée et archivée. Le nom d'Antoine n'y figurait pas. La page montrait un écart comme si cette ligne avait été complètement sautée. Il l'a signé, a dit Nancy, déconcertée. Je l'ai vu signer. Quelqu'un avait altéré numériquement l'image archivée, retirant sa signature avec une précision chirurgicale, mais il n'avait pas pensé à vérifier les images de sécurité. Antoine avait planifié cela pendant des mois, recueillant des informations sur chaque actif, chaque police, chaque source d'argent possible. Il avait même ciblé ma mère, exploitant ses souvenirs confus pour obtenir des détails financiers. J'ai repris la route du New Jersey avec les images de sécurité de New York sauvegardées sur mon téléphone. Une autre pièce de preuve dans la montagne grandissante de la tromperie d'Antoine. Le dimanche soir, le trafic avançait lentement, me donnant le temps de traiter la cruauté calculée de la visite à ma mère, d'extraire des informations financières d'une femme dont l'esprit dérivait entre les décennies comme une radio, cherchant des signaux. Mon téléphone a vibré avec un message de Kai. Son vol avait atterri à Charles de Gaulle il y a 3 heures. Les photos jointes ont fait serrer mes mains sur le volant. Antoine et Madison au bureau de change de l'aéroport, sa main sur le bas de son dos avec une intimité décontractée. Une autre photo les montrait montant dans un taxi. La tête de Madison penchée vers son épaule. Tous les deux riant de quelque chose sur son téléphone. L'horodatage indiquait 16h47, heure de Paris. La photo suivante m'a coupé le souffle un instant. Il se tenait à la réception de l'hôtel Lancaster sur les Champs-Élysées, un endroit où les chambres commençaient à 800 € la nuit. Madison portait un bracelet en diamant que je reconnaissais. Celui qu'Antoine avait soi-disant acheté pour les 70 ans de sa mère il y a 6 mois. Le langage corporel entre eux parlait d'un confort habituel, le genre qui se développe sur des années, pas des mois. La façon dont elle ajustait son col, la façon dont il la guidait dans le hall avec une confiance propriétaire. Ce n'était pas une liaison récente. C'était une relation qui pouvait avoir précédé notre mariage entier. Je me suis garée dans le garage de notre immeuble à 20h30 pour trouver Marcus qui faisait les 100 pas près de l'ascenseur, son téléphone collé à son oreille. Quand il m'a vu, son visage s'est recomposé en inquiétude, mais pas assez vite pour cacher le flash d'anxiété dessous. « Te voilà », a-t-il dit, mettant fin abruptement à son appel. Je commençais à m'inquiéter. « Comment va ta mère ? » Elle va bien, juste confuse à propos de vieux documents financiers. Je l'ai regardé traiter cela, j'ai vu le léger relâchement dans ses épaules quand je n'ai pas élaboré. De retour dans notre appartement, j'ai pris une décision qui allait soit tout exposer, soit détruire ma chance de justice.
assise en face de Marcus à notre table de salle à manger, j'ai sorti mon téléphone avec une décontraction délibérée. J'ai réfléchi, ai-je dit, en parcourant mon calendrier. Notre anniversaire approche le mois prochain. 8 ans depuis ce dîner où nous nous sommes rencontrés. Marcus a hoché la tête, son entraînement d'acteur gardant son expression neutre malgré le fait qu'Antoine et moi étions mariés depuis 7 ans, pas 8. Un autre test échoué. Je veux faire quelque chose de spécial. Une fête surprise mardi matin avant l'ouverture des marchés. Invitez tous vos collègues de la firme, vos plus gros clients. Montrez-leur l'appartement. Servez du champagne et ces petites pâtisseries de cet endroit français que tu aimes. Ses yeux ont vacillé de confusion. Mardi matin. C'est un horaire inhabituel pour une fête. Tu as toujours dit que les meilleures affaires se faisaient avant le petit déjeuner. De plus, ce serait mémorable. Différent. J'ai ouvert mes contacts, laissant l'enthousiasme colorer ma voix. Je m'occupe de tout. Tu n'as qu'à envoyer les invitations ce soir. Rendez-le exclusif, urgent. Dites-leur qu'il est important qu'ils assistent. Marcus a hésité, essayant clairement de comprendre si cela faisait partie de son scénario ou de quelque chose d'inattendu. Mais refuser aurait brisé son personnage et maintenir sa couverture était primordial. Si c'est ce que tu veux, a-t-il dit finalement. Parfait. Envoie-les maintenant pendant que je prépare le dîner. Je veux voir leur réponse. Je l'ai regardé composer le message sur son téléphone, ses doigts se déplaçant à contre-cœur sur l'écran. Collègues de la banque d'investissement, clients majeurs, des gens dont la présence serait impossible à expliquer lorsque les agents fédéraux arriveraient. En quelques minutes, les réponses ont commencé à arriver. Confusion mêlée d'accords. Quand Eden Mercé demandait votre présence, vous vous présentiez. Pendant que je préparais notre dernier dîner ensemble, j'ai ressenti une vague de sympathie inattendue pour Marcus Webb. C'était un acteur raté du Queens qui pensait qu'il allait avoir une promotion, jouant un rôle pour ce qu'il supposait probablement être une émission de télé-réalité ou une farce élaborée. Au lieu de cela, il était devenu complice de crimes fédéraux. Piégé dans une performance où les enjeux étaient des peines de prison, pas de mauvaises critiques. J'ai fait du saumon avec des asperges. Simple et rapide. Marcus était assis au comptoir de la cuisine, maintenant l'illusion de la normalité domestique alors que nous savions tous les deux que quelque chose avait fondamentalement changé. Le scénario qu'il avait mémorisé ne correspondait plus à la scène jouée. Vin ? Ai-je proposé, tenant une bouteille du Malbec que nous partagions habituellement le dimanche soir. Il a secoué la tête rapidement. Je ne me sens pas bien. Je pense que je couvre quelque chose. La première fois en 3 mois, il avait refusé l'alcool. Ses instincts hurlaient des avertissements, même si son esprit conscient n'avait pas complètement traité le danger. J'ai versé un verre pour moi-même, ayant besoin du courage liquide pour ce qui allait arriver. Marcus, ai-je dit calmement, et tout son corps s'est rigidifié. Je n'ai jamais appelé Antoine par le mauvais nom. Je sais qui tu es. Le silence s'est étiré entre nous comme une corde tendue. Son visage a parcouru une série d'émotions, surprise, peur, calcul, et finalement résignation. Quand il a parlé, l'accent britannique avait disparu, remplacé par un pur Brooklyn. Depuis quand tu sais ? Depuis mardi matin. Quand ma sœur a vu le vrai Antoine monter dans un avion alors que tu étais assis dans notre salon. Il a mis sa tête dans ses mains, un geste si authentiquement humain que ma colère a vacillé. Je ne savais pas pour les crimes. Je veux dire, il a dit que nous étions séparés, qu'il avait besoin de quelqu'un pour faire du gardiennage, maintenir les apparences pour des raisons commerciales, m'a payé $20 000 en espèces pour prétendre être lui pendant 3 mois. J'ai trouvé ça bizarre mais légal. Tu y croyais vraiment ? Je voulais y croire. Sa voix s'est légèrement craquée. J'auditionne depuis 15 ans, je faisais le service en salle, je conduisais des camions de livraison, je regardais des acteurs plus jeunes obtenir les rôles que je voulais. Puis ce type apparaît, m'offre plus d'argent que je n'en ai jamais vu pour jouer un rôle. Je n'ai pas posé de questions parce que je ne pouvais pas me le permettre. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Grèce. Le FBI intervient demain matin. Tout est en place. J'ai regardé Marcus, cet étranger qui avait dormi dans mon lit, mangé à ma table,
participé à une tromperie qui avait détruit ma vie. Mais assis en face de lui maintenant, voyant la défaite dans ses épaules, j'ai reconnu une autre victime de la manipulation d'Antoine. Demain matin, des agents fédéraux vont arriver. Les gens que tu as invités seront là pour en être témoins. Tu peux soit être arrêté comme complice, soit coopérer comme témoin. Témoin, a-t-il dit immédiatement. Dieu, témoin. J'ai des documents, des enregistrements. Il m'a fait tout garder au cas où tu deviendrais suspicieux. A dit que c'était une assurance. Marcus a passé la nuit sur notre canapé après m'avoir montré la clé d'un garde-meuble où il avait tout gardé. Contrat, enregistrement d'appel téléphonique avec Antoine, instructions détaillées pour maintenir la tromperie. Nous avons à peine dormi, attendant tous les deux l'aube qui mettrait fin à cette performance élaborée. À 5h47, mon téléphone a sonné. Ils les ont attrapés, a dit Kai, sa voix portant l'épuisement et la satisfaction à parts égales. La police française les a arrêtés à Charles de Gaulle. Ils essayaient de prendre un vol de correspondance pour la Suisse. Je l'ai mise sur haut-parleur pour que Marcus puisse entendre. Il s'est assis sur le canapé, la couverture que je lui avais donnée autour de sa taille, ressemblant à un homme qui était sur le point d'entendre son propre verdict. L'arrestation a été dramatique, a continué Kai. Ils étaient dans le salon premium quand la police est arrivée. Madison a commencé à pleurer, affirmant qu'elle ne savait rien des crimes. Mais Antoine, son sang-froid s'est finalement fissuré. Il a essayé de courir. Ils l'ont plaqué là, devant tout le monde. Quelqu'un a filmé ça. C'est déjà sur les chaînes d'information européennes. Marcus a fermé les yeux, réalisant peut-être à quel point il avait été proche d'être dans ses menottes lui-même. Je suis allé à la cuisine et j'ai commencé à faire du café, mes mains stables malgré l'adrénaline qui coulait dans mon système. L'appartement allait bientôt être rempli de témoins de l'aboutissement de la tromperie d'Antoine. À 7h30, les premiers invités ont commencé à arriver. Robert Steinberg de Steinberg Industries, l'air confus mais curieux. Jennifer Wu de Phoenix Capital, impeccablement habillés malgré leur inhabituel. David Martinez, plusieurs jeunes associés du cabinet d'Antoine, des clients dont les portefeuilles représentaient des milliards d'actifs gérés. Ils se sont groupés dans notre salon, acceptant du café et échangeant des bavardages gênés sur l'urgence mystérieuse de l'invitation. Ça a intérêt à en valoir la peine, Antoine, a dit Robert à Marcus, qui se tenait figé près de la fenêtre. J'ai annulé un rendez-vous de petit déjeuner avec l'équipe de Soul. Marcus m'a regardé, la panique évidente dans ses yeux. Le scénario ne l'avait pas préparé à cela. Je me suis avancé, jouant l'hôtesse gracieuse une dernière fois. Merci à tous d'être venus. Je sais que l'heure est inhabituelle, mais vous comprendrez dans un moment pourquoi votre présence est si importante. À 7h58, j'ai entendu des pas dans le couloir. Plusieurs pères se déplaçant avec détermination. Marcus les a également entendus, son visage est devenu pâle. La sonnette a retenti une fois, suivie immédiatement par des coups fermes. Agents fédéraux, nous avons un mandat. La pièce a éclaté en murmures confus pendant que j'ouvrais la porte. 6 agents du FBI sont entrés. Leur présence a immédiatement transformé notre appartement d'une réunion sociale en une scène de crime. L'agent principal, une femme aux cheveux gris acier et aux yeux qui ne manquaient rien, a brandi ses identifiants. Agent Sarah Brennan, division des crimes financiers du FBI. Nous cherchons Antoine Mercé. C'est moi, a dit Marcus, son accent de Brooklyn transparaissant sous le vernis britannique. Sauf que ce n'est pas le cas. Je veux dire, il a regardé l'agent Brennan avec un soulagement désespéré. Je veux coopérer. J'ai des preuves. J'ai été embauché pour le remplacer. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception de la tasse de café de quelqu'un qui a heurté une soucoupe trop fort. La bouche de Robert Steinberg s'est ouverte et fermée comme un poisson hors de l'eau. Jennifer Wu a sorti son téléphone, calculant probablement l'exposition de sa firme à ce qui se déroulait. Monsieur Webb, a dit clairement l'agent Brennan, connaissant déjà son vrai nom. Vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de fraude, usurpation d'identité et blanchiment d'argent. Alors qu'il me notait Marcus, il m'a regardé avec une sorte de gratitude.
L'unité de stockage sur Queens Boulevard, a-t-il dit rapidement. Unité 447. Tout est là. Pendant que les agents lisaient les droits de Marcus, mon ordinateur portable a sonné avec une notification que j'attendais. Le virus financier s'était activé. Sur mon écran, j'ai regardé en temps réel alors que les comptes aux Caïmans, en Suisse et à Chypre se gelaient simultanément. 47 millions de dollars de fonds volés bloqués dans de l'ambre numérique. Les relevés de transactions ont été automatiquement transmis aux procureurs fédéraux, à l'IRS, à la SEC. Toutes les agences qu'Antoine pensait avoir évitées avaient maintenant un dossier complet de ces crimes. Madame Mercé, l'agent Brennan s'est approché de moi pendant que son équipe sécurisait Marcus. Nous aurons besoin que vous veniez avec nous pour une déclaration formelle. Bien sûr, mais d'abord, ces gens méritent de savoir pourquoi ils sont ici. J'ai pris mon téléphone, trouvant l'enregistrement de l'appel de Chloé du mardi matin. Sa voix a rempli la pièce, claire et professionnelle. J'ai quelque chose d'étrange à vous demander. Votre mari, est-il à la maison en ce moment? L'enregistrement a joué ses premiers moments de découverte. Les cadres réunis ont écouté avec une compréhension croissante, la compréhension se faisant jour sur leur visage. Ils n'étaient pas là pour une fête d'anniversaire. Ils étaient témoins du dénouement d'une fraude massive qui aurait pu détruire leurs entreprises. Votre mari, a dit l'agent Brennan en s'adressant à la pièce pendant que son équipe travaillait, a volé des secrets d'entreprise et facilité le délit d'initié en utilisant des informations obtenues par le biais du travail d'expert comptable de votre femme. L'homme que vous rencontrez depuis 3 mois était Monsieur Webb, engagé pour maintenir l'illusion pendant que le vrai Antoine Mercé tentait de fuir avec des actifs volés. David Martinez s'est effondré sur notre canapé, calculant l'exposition de sa firme. Jennifer Wu était déjà au téléphone avec son équipe juridique, mais Robert Steinberg s'est approché de moi, son expression passant du choc à quelque chose comme de l'admiration. Tu as compris. Tu as mis ça en place. J'ai hoché la tête, soudainement épuisé. Il comptait sur moi pour ne pas remarquer ou ne pas pouvoir le prouver si je le faisais. Les irrégularités d'audit que vous avez mentionnées dimanche étaient réelles. Vos systèmes ont été compromis, mais maintenant le FBI a tout ce dont il a besoin pour retracer exactement ce qui a été pris et comment. Le téléphone de l'agent Brennan a vibré. Elle a répondu, « Écoute », puis m'a regardé. Les autorités françaises ont confirmé qu'ils ont Antoine Mercé et Madison Val en garde à vue. Ils seront extradés pour y faire face ici. L'appartement qui avait été notre maison, notre sanctuaire, était maintenant une scène de crime. Les agents ont tout photographié, collecté des preuves, traité notre vie commune comme des pièces à conviction dans une affaire fédérale. Les témoins assemblés sont partis progressivement, chacun s'arrêtant pour offrir des condoléances maladroites ou une gratitude confuse. Alors que le dernier agent se préparait à partir, l'agent Brennan m'a tendu une carte. Nous aurons besoin que vous témoigniez. Votre travail d'expert comptable, le virus que vous avez créé pour suivre l'argent, c'est la base de notre dossier. J'y serai, ai-je dit, le pensant vraiment. L'appartement est devenu silencieux. Je me tenais dans notre cuisine, entouré des restes de la dernière performance de Marcus, sa tasse de café toujours sur le comptoir, la couverture qu'il avait utilisée sur le canapé, les notes qu'il avait cachées partout dans l'appartement pour se souvenir de ses répliques. Des accessoires dans une pièce qui avait finalement pris fin. Mon téléphone a vibré avec une alerte d'actualité. Vidéo de Charles de Gaulle, tremblante mais claire. Antoine me notait, son sang-froid parfait brisé, conduit à travers l'aéroport pendant que les voyageurs s'arrêtaient pour regarder. Madison à côté de lui, le maquillage parisien défiguré par les larmes, son rêve parisien se terminant en garde à vue française. J'ai regardé la vidéo une fois de plus avant de fermer mon ordinateur portable. L'arrestation d'Antoine se déroulant dans des images aéroportuaires granuleuses qui était devenu le clip le plus regardé sur les chaînes d'information financière. L'horodatage dans le coin indiquait il y a 6 mois, mais cela semblait une vie entière s'être écoulée depuis ce mardi matin où mon monde s'était divisé en 2. L'appartement se tenait vide autour de moi maintenant. Nos meubles vendus ou donnés, les murs portant des rectangles pâles ou des œuvres d'art pendaient autrefois. Les déménageurs avaient pris les dernières boîtes hier, ne laissant que les échos d'un mariage qui avait été plus une performance qu'un partenariat.
Je me tenais aux fenêtres donnant sur Manhattan, les clés lourdes dans ma main, attendant le gérant de l'immeuble, qui prendrait possession dans 20 minutes. Les procédures de divorce avaient avancé avec une rapidité inhabituelle une fois que les procureurs fédéraux avaient présenté leur dossier. L'avocat d'Antoine, travaillant depuis un centre de détention français tout en luttant contre l'extradition, avait peu de levier contre les preuves de fraude, d'usurpation d'identité et de complot. Le juge, une femme qui avait vu suffisamment de crimes financiers pour reconnaître un comportement prédateur, avait été particulièrement peu sympathétique envers un mari qui avait engagé un acteur pour le remplacer tout en liquidant les actifs du mariage. Le règlement m'a laissé plus que je ne m'y attendais. Le produit de la vente de l'appartement a récupéré des fonds des comptes gelés et des dommages que la compagnie d'assurance d'Antoine a payés plutôt que de faire face à un procès public. L'argent ne pouvait pas racheter 3 mois à dormir à côté d'un étranger ou 7 ans avec un homme capable d'une telle tromperie, mais il pouvait acheter la liberté de reconstruire. Mon téléphone a vibré, montrant un rappel de rendez-vous client. L'ironie n'a pas échappé à mon attention que mon traumatisme était devenu ma spécialité. L'espace de bureau que j'avais loué dans le Flatiron District portait une simple plaque de nom en laiton. Chin Forensic Consulting, spécialiste de la protection des actifs matrimoniaux et de la vérification d'identité. Ce qui avait commencé par des références de bouche à oreille s'était développé en une liste d'attente de femmes qui suspectaient que leur réalité avait été modifiée. La semaine dernière encore, j'avais aidé un chirurgien de l'Upper East Side à découvrir que son mari depuis 15 ans utilisait la technologie deepfake pour apparaître à des conférences médicales tout en dirigeant en réalité une pratique séparée à Miami. La semaine précédente, un producteur de Broadway a appris que son conjoint avait engagé 3 sosies différents pour maintenir des alibis dans plusieurs villes. Chaque affaire ressemblait à l'excavation de couches de tromperie avec les mêmes outils qui avaient sauvé ma propre vie. Le gérant de l'immeuble est arrivé, acceptant les clés avec détachement professionnel. Alors que je prenais l'ascenseur pour la dernière fois, mon téléphone a vibré avec un SMS de Kai. Giovanni S à 19h. C'est ma tournée. Giovanni n'avait pas changé depuis 40 ans. Toujours servant les mêmes recettes de sauce rouge que notre grand-mère avait déclarées comme la seule cuisine italienne acceptable en dehors de Naples. Les banquettes en vinyle sont toujours raccommodées avec du ruban adhésif. Les nappes à carreaux portaient des décennies de taches de vin et le fils du propriétaire ne prononce toujours pas correctement la bruschetta malgré ses 3 générations d'Américains d'origine italienne. Kai m'attendait dans notre coin habituel. Une bouteille de Chianti déjà ouverte. Elle s'est levée quand elle m'a vu, me serrant dans une étreinte qui a duré plus longtemps que nécessaire. Nous nous étions rapprochés grâce à cette épreuve. Le traumatisme partagé créant un lien qui allait au-delà de la sororité. Tu l'as fait, a-t-elle dit, versant du vin dans des verres qui semblaient avoir survécu aux 2 guerres mondiales. L'appartement est vraiment parti. J'ai rendu les clés il y a 20 minutes. J'ai pris une gorgée. Le vin bon marché avait le goût des dîners du dimanche de mon enfance. Ça fait étrange. C'est temps effacé en un après-midi. Pas effacé, transformé. Kai a levé son verre. À la femme qui a compris que son mari était à 2 endroits à la fois et qui a fait tomber un réseau de fraude internationale. À la pilote qui a passé l'appel qui m'a sauvé la vie, j'ai rétorqué. Nous avons bu. Le rituel était plus important que le vin. Kai avait porté la culpabilité de ce matin pendant des mois. Convaincue qu'elle avait détruit mon mariage par un seul appel téléphonique. J'ai essayé de lui expliquer qu'elle avait révélé la destruction, pas causé. Mais la culpabilité du survivant ne réagit pas bien à la logique. J'ai quelque chose pour toi, a-t-elle dit, en sortant une enveloppe de son sac. Elle est arrivée à mon immeuble hier, adressée à toi en soin de moi. L'adresse de retour indiquait Dayton, Ohio. L'écriture de Marcus Webb, soigneuse et précise. Je l'ai ouverte lentement, ne sachant pas si je voulais entendre parler de l'homme qui avait vécu ma vie pendant 3 mois. Cher Ava, la lettre commençait. Je voulais vous contacter maintenant que les procédures judiciaires sont terminées. Premièrement, merci de ne pas avoir porté d'accusation supplémentaire. Le FBI avait suffisamment sans votre témoignage pour me donner une probation et des services communautaires au lieu d'une peine de prison. J'enseigne des cours de théâtre dans un collège communautaire ici. Finalement, j'utilise mes compétences pour quelque chose d'honnête.
Je raconte à mes étudiants ces 3 mois, comment la meilleure performance de ma vie a aussi été la pire chose que j'ai jamais faite. Certains rôles, je leur dis, ne valent pas la peine d'être joués, peu importe combien ils paient. Je pense à vous parfois, me demandant comment on se remet de ce qu'Antoine a fait. Puis je lis votre nouveau cabinet, les femmes que vous aidez, et je comprends que vous avez transformé le poison en médicament. C'est une sorte de force que je ne savais pas exister. L'unité de stockage contenait un objet que je n'avais pas donné au FBI. Une photo de votre mariage qui était dans le dossier d'instruction d'Antoine. Vous aviez l'air sincèrement heureuse. Je suis désolée d'avoir participé à vous l'enlever. J'espère qu'un jour vous trouverez quelque chose de réel pour remplacer ce qui a été volé. Avec sincère regret et admiration sincère, Marcus Webb a plié. À l'intérieur de la lettre se trouvait la photographie, Antoine et moi coupant notre gâteau de mariage. Tous les deux riant de quelque chose hors champ. J'ai étudié ma jeune moi, essayant de me souvenir de ce qui avait été assez drôle pour provoquer une telle joie sincère. Le souvenir ne venait pas. Il semble sincèrement désolé, a observé Kai, lisant par-dessus mon épaule. Il a été victime aussi, à sa manière. Antoine a détruit plusieurs vies en chassant de l'argent qui est maintenant bloqué en garde à vue fédérale. J'ai rangé la photo dans l'enveloppe. Marcus a juste eu le malheur d'être assez désespéré pour accepter le rôle. Nous avons commandé nos habituelles pâtes au l'arrabbiata pour moi. Linguine al vongole pour Kai avec suffisamment de pain à l'ail pour inquiéter un cardiologue. Les saveurs familières avaient le goût de la maison, de la continuité dans une vie qui avait été complètement réinventée. Qu'est-ce qui vient ensuite ? A demandé Kai, faisant tourner les pâtes avec une aisance habituée. Rebecca Harrison demain. PDG d'une start-up technologique. Elle pense que son mari pourrait utiliser l'IA pour simuler des voyages d'affaires. Puis jeudi, l'affaire Whitman. Je voulais dire pour toi, pas pour ton travail. J'ai réfléchi à la question, la laissant s'installer entre nous comme un autre invité à dîner. Il y a 6 mois, j'avais pensé que mon avenir était tracé avec une prévisibilité confortable. Maintenant, à 37 ans, j'étais célibataire, réussissant dans un domaine que j'avais inventé, et complètement incertaine de tout, sauf de mon prochain rendez-vous client. Je ne sais pas, ai-je admis, me surprenant par mon honnêteté. Et c'est étrangement libérateur. Si cette histoire de vengeance calculée vous a tenu en haleine jusqu'à la fin, appuyez sur ce bouton « J'aime » dès maintenant. Ma partie préférée a été quand Ava a servi à Antoine son plat préféré, les crevettes scampi, sachant qu'il y était mortellement allergique et le regardant manger sans la moindre réaction. Quel a été votre moment le plus choquant ? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas plus d'histoires captivantes de trahison et de justice. Abonnez-vous et appuyez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise en ligne.